Il y aura des encerclements de divers quartiers, c'est-à-dire on ne va pas encercler toute la ville de Gaza, mais on va à chaque fois encercler un autre endroit dans Gaza pour soit faire que les terroristes se déplacent et les faire reculer jusqu'à leur dernier retranchement et les coincer à ce moment-là. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Raphaël Yerushalmi. Raphaël, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes officier, ancien officier supérieur des renseignements militaires israéliens. Et avec vous, je voudrais qu'on analyse plusieurs développements sécuritaires qui sont intervenus ces derniers jours. Le premier, il est brûlant puisqu'on vient de confirmer la mort, l'élimination du porte-parole du Hamas dans la bande de Gaza, Abou Baïdeh, qui était considéré comme, on va dire, le visage du Hamas, même si souvent ce visage était masqué, dans la bande de Gaza. Le fait qu'il ait été éliminé en plein cœur de Gaza City, c'est peut-être un indice en perspective d'une conquête de la ville de Gaza? Alors, d'un côté, on peut se réjouir de l'élimination de cet horrible personnage qui, en plus, était un symbole médiatique de la défense des atrocités du Hamas. D'un autre côté, cette élimination ne change pas la donne sur le plan stratégique. Effectivement, il semblerait qu'on est sur une offensive et une conquête de la ville de Gaza. 40% de cette ville sont déjà sous le contrôle opérationnel de Tsahal. Il reste évidemment la partie la plus coriace qui se divise en deux. C'est évidemment la présence d'une dizaine de milliers de terroristes armés du Hamas, surtout dans les tunnels, mais aussi de plusieurs autres milliers de fonctionnaires du Hamas qui tiennent cette ville, qui ont les postes clés de cette ville. Et puis le second grand problème, ça va être l'évacuation des civils. Jusqu'à présent, sur 800 000 personnes qu'on comptait évacuer, une dizaine de mille seulement sont partis de Gaza malgré la violence des combats. J'ajoute quand même un troisième problème qui a été mentionné par les services de sécurité de Tsahal, c'est ce qui va arriver aux otages durant cette offensive s'ils sont utilisés eux aussi comme boucliers humains. Alors justement, est-ce qu'on peut avoir une idée un peu de la manière dont Tsahal entend conquérir cette ville de Gaza et peut-être les camps du centre comme Nuseirat ou Deir el-Balah? Est-ce que finalement, on se souvient que le chef d'état-major avait proposé d'encercler la ville dans un premier temps. Est-ce que c'est finalement pas ce qui va se passer, à votre avis, en termes militaires, on va dire encercler la ville et puis attendre peut-être justement faire sortir les civils et puis attendre que les terroristes s'asphyxient eux-mêmes d'une certaine manière, ou alors on va véritablement aller vers des opérations comme auxquelles on a assisté par exemple dans la ville de Rafah ou dans Khan Younes? Alors non, il y aura des encerclements de divers quartiers, c'est-à-dire on ne va pas encercler toute la ville de Gaza, mais on va à chaque fois encercler un autre endroit dans Gaza pour soit faire que les terroristes se déplacent et les faire reculer jusqu'à leur dernier retranchement et les coincer à ce moment-là, et surtout pour éviter des entrées trop dangereuses des troupes de Tsahal, surtout de l'infanterie, car il ne faut pas oublier que la consigne absolue maintenant pour les militants armés du Hamas, c'est de kidnapper les soldats. Donc au moment où on parle de libérer des otages, en fait le Hamas cherche à avoir encore plus d'otages. Et c'est un danger très très important, en plus des dangers, des pièges explosifs, des snipers sur les toits. Il y a cette consigne absolue, kidnapper des soldats de Tsahal, et c'est la raison pour laquelle le chef de l'état-major va y aller lentement, précautionneusement, avec des encerclements, en utilisant surtout des drones de destruction et éviter le plus possible donc des déplacements d'infanterie. Il y a un immense appel à la réserve, 60 000 réservistes qui arrivent, mais il y a aussi une grande fatigue et un grand stress parmi les soldats et les réservistes après tous ces mois de combat qui se manifestent par tous les accidents qu'a subi Tsahal depuis quelques jours. Depuis quelques jours, la grande majorité des soldats blessés ou même décédés de Tsahal le sont par des accidents internes à Tsahal
due à la fatigue, au stress. C'est une opération qui va exiger énormément de l'armée, qui est extrêmement dangereuse, tant pour les otages que pour les soldats, et qui en fin de compte risque de faire le jeu du Hamas, parce que le Hamas cherche une guerre d'attrition. Alors, justement, c'est important de s'arrêter sur ce point-là, le fait que effectivement, il y a eu des accidents, que le dernier soldat, le 900e soldat israélien qui a été tué qui a été tué donc dans la nuit de vendredi à samedi, eh bien, c'est un soldat qui a été tué par des tirs amis, de manière assez très tragique, bien entendu. Est-ce que finalement, c'est pas l'occasion de rappeler peut-être à ceux qui accusent l'État d'Israël que, eh bien, de la même manière qu'il y a des soldats israéliens qui sont tués par leurs camarades, bien entendu très malencontreusement et sans la moindre volonté, eh bien il peut y avoir aussi des civils gazaouis qui sont tués dans le cadre de cette guerre, dans le cadre des opérations menées par l'armée israélienne. Oui, mais ces civils gazaouis sont en majorité tués par le Hamas. Hein. C'est soit des tirs de roquettes trop courts par le passé, de nombreuses roquettes du Hamas ont atterri à l'intérieur de Gaza et ont tué des Gazaouis. Le Hamas punit sévèrement et tue parfois donc tous les Gazaouis qu'il soupçonne de collaboration avec l'ennemi, avec Israël. Aussi ceux qui les empêchent de mettre la main sur des ravitaillements. Et donc aussi, probablement, lorsque l'offensive va pénétrer plus avant dans Gaza City, le Hamas va tenir en joue, au bout de sa mitraillette, les civils de Gaza, pour qu'ils ne quittent pas la ville. Ça s'est passé dans toutes les autres zones où on voulait évacuer les civils. Le Hamas a tenté de les en empêcher par la force. Donc, beaucoup de Gazaouis. Il peut y avoir aussi, effectivement, des bavures ou des erreurs. On en a vu une la semaine dernière, de tirs de Tsahal sur des personnes non concernées, ce qu'on appelle des dommages collatéraux, qui arrive malheureusement dans toutes les guerres. Il n'y a jamais eu aucune guerre sans dommage collatéral, c'est-à-dire sans personnes qui n'étaient pas impliquées directement dans les combats, qui fassent les frais de la violence, des heurts militaires entre ceux qui sont armés. Il y a parmi eux souvent, et surtout dans Gaza qui est surpeuplé, et dont les personnes sont utilisées comme boucliers humains, des civils qui sont effectivement en danger. C'est un risque à prendre. Alors on a vu, on a appris durant le Shabbat que les corps de 2 otages qui avaient été assassinés le 7 octobre ont été rapatriés au cours d'une opération. On parle d'une opération audacieuse des forces israéliennes, de l'infanterie. Vous pouvez nous donner une image de ce que ça peut représenter, comment on obtient des informations pour retrouver des corps qui apparemment avaient été déjà enterrés, enterrés et qui ont été donc retrouvés par les forces israéliennes? Il y a plusieurs sources d'informations possibles. Il y a d'abord la mainmise sur des documents du Hamas. À chaque fois qu'on pénètre dans un endroit évacué par le Hamas et qui est conquis par Tsahal, on trouve souvent des documents. Parfois, on fait prisonnier même des terroristes qui donnent des informations. Il y a aussi des civils. Quand on a parlé tout à l'heure de personnes gazaouis qui collaboraient avec Israël, il y a des civils qui donnent des informations pour aider Israël, qui sont contre le Hamas. Et puis il y a ce qu'on appelle les Hamoulot, c'est-à-dire les mafias locales, les clans locaux, dont certains ont choisi de travailler avec l'Israélien et contre le Hamas. Donc il y a toutes ces possibilités d'information. En plus de tout ce qui est au visuel, tous les caméras, le Gaza est truffé de caméras de surveillance, des drones qui survolent aussi. Donc il y a toutes ces sources-là possibles d'informations. Après, il faut des recoupements qui permettent quand même d'avoir les endroits exacts, précis de ces corps qui sont retrouvés, et la possibilité évidemment opérationnelle d'aller les récupérer sans prendre trop de risques pour nos soldats. Alors, je voudrais que, Raphaël, on change de front et que l'on revienne vers un front qui nous a d'une certaine manière stupéfait ces derniers jours. C'est le front des Houthis avec cette attaque des forces israéliennes que j'aimerais bien que vous nous détailliez, que vous nous expliquiez comment on arrive à faire cela, qui ressemble beaucoup à ce que l'on a vécu avec la guerre des 12 jours contre l'Iran. Cette neutralisation, on va dire, du gouvernement des Houthis, le Premier ministre, plusieurs ministres qui ont été éliminés par les forces israéliennes. Comment on prépare une telle opération ?
Alors, c'est à long terme, à moyen terme et à court terme. Et donc, à long terme, il y a toujours eu, avec les Américains, surtout avec la CIA, donc le Mossad surveille les Houthis de près, puisqu'ils sont une menace, ce sont des proxys des Iraniens. Donc, il y a une information sur les modus vivendi des cibles, leurs déplacements, leur lieu de résidence, leur lieu de travail. La routine de sécurité qu'ils ont adoptée, ou le manque de routine de sécurité qu'ils ont adopté, ça c'est sur le long terme, avec la possibilité d'avoir aussi là des complicités locales. Il y a des opposants au régime des Houthis, il y a des indicateurs qui travaillent même pour de l'argent. Donc ça, c'est au long terme. Au moyen terme, c'est évidemment, surtout lorsqu'on a déclaré officiellement en Israël qu'on allait viser ces cibles et qu'on voulait les éliminer, c'est de voir quelle est leur réaction, d'analyser où ils vont aller se terrer. On sait que le chef, le grand chef, lui est un petit peu comme Nasrallah l'était, sous terre, terré, il ne sort jamais, mais d'autres se déplacent, il y a des erreurs de commises, parfois à force une sorte de confiance qui fait que les cibles ne prennent plus assez de précautions. Et puis le plus difficile et le plus important, et c'est peut-être pour ça que l'opération s'est appelée Tipat Mazal, oui. Une goutte de chance, oui. C'est de les avoir, de savoir exactement où ils sont au moment où on va les frapper, d'avoir l'endroit exact. Dans ce cas précis, en plus, ils étaient à plusieurs, ensemble, au même endroit, ce qui était une aubaine. Mais c'est d'avoir cette information-là, et pour cela, il faut, en plus de tous les moyens technologiques et de toute la puissance du Mossad et de la CIA réunis, il faut un visuel sur le terrain, c'est-à-dire une complicité locale sur le terrain qui va vous confirmer qu'ils sont là, que c'est l'endroit et qu'on peut y aller. Et c'est la raison pour laquelle Israël était tellement persuadé que c'était le bon endroit qu'ils ont, comme dans le cas d'ailleurs de Nasrallah, bombardé avec énormément de munitions lourdes le même endroit pour être bien sûr que tout allait être détruit. Ça a l'air facile comme ça, tel que vous nous l'expliquez, mais finalement, c'est extrêmement complexe. On est d'accord, et effectivement, le paramètre de la chance est très important. Aussi, ouais, donc comme dans toutes les opérations militaires, il faut un peu de bol aussi, et sinon c'est mieux de ne pas continuer. Oui. Il y a des opérations militaires qu'on peut avorter avec sagesse lorsqu'elles démarrent du pied gauche. Et il faut avoir le vent en poupe quand même, mais sinon à part ça, c'est comme je l'ai dit, un travail de fourmi à très long terme, la récupération de données, d'indices, des fois les plus succincts, les plus anodins, mais avoir des banques de données énormes, d'avoir toutes les adresses possibles et imaginables, tous les téléphones possibles et imaginables à sa disposition pour pouvoir faire un triangle sur chaque cible et savoir comment elle se déplace, où elle risque de se trouver, etc., jusqu'à la minute ou à la seconde même où on va la frapper. Et là, ça demande effectivement une vigilance de tous les instants. Ceux qui monitorent, ceux qui surveillent ces cibles ne doivent jamais relâcher leur attention une seconde, justement pour ne pas louper l'occasion. Eh bien, Raphaël Yerushalmi, vous nous avez fait un peu rêver en nous expliquant les détails de ce genre d'opération, effectivement, que ce soit donc avec l'élimination confirmée ce matin du porte-parole du Hamas et l'élimination du gouvernement des Houthis au Yémen. Merci beaucoup, Raphaël, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne continuation et merci de vous être levé tôt de bon matin, puisque je sais que vous êtes à Paris ou en France. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu de si bon matin à nos questions. À bientôt. À bientôt.